Et donc, j'ai formé les coachs, savoir-être, savoir-faire. Quand tu as un coach qui t'arrive, le mec, il n'est pas rasé, il n'a pas les baskets attachées. C'est des trucs tout bêtes. Mais aujourd'hui, en fait, ça n'est même plus dans l'éducation, tu vois. Et aujourd'hui, tu peux pas te permettre, en tant que manager, de dire, tu sais quoi, tu refais tes lacets. Tu sais quoi, tu vas te mettre un coup de peigne là parce que tu as les cheveux comme ça. Et que tu peux pas aller voir un client comme ça. C'est des trucs tout bêtes. Mais aujourd'hui, ils te disent, ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais en fait, pour moi, ça me semble logique. Mais pour eux, ça ne l'est pas. Quand tu leur poses la question, c'est des jeunes coachs qui sont à 80 € de la séance sur le monitor, par exemple. Ces coachs-là, tu leur dis, mais est-ce que vous vous êtes déjà payé une séance à 200 € de l'heure? Et c'est moi, si je suis chef cuistot, il y a un moment donné où je vais aller dans un gastro pour savoir ce que c'est que la grande cuisine, en fait. Pour savoir si je suis à même à pouvoir faire monter mon niveau de service, de prestation à ce niveau-là. Moi, je l'ai fait. Je te garantis que j'ai eu des coachs aux États-Unis, mais des pointures, les mecs. Ils te font une séance, mais t'es dans une bulle, tu vois rien d'autre, tu vois pas passer l'heure. Le mec, il t'apporte la serviette, la serviette, elle sent bon, le mec, il est tout pomponné. Là, c'est des trucs tout bêtes, mais qui font que ce service de personal training, il est optimisé jusqu'au bout. Le mec, il vient te chercher à l'accueil, je vous en prie, je vous attends à la sortie des vestiaires, machin, etc. Tout est sur mesure. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Greg Vellu, optimisateur du potentiel humain. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Greg. Comment monter une franchise en partant de zéro? Comment partir aux États-Unis et tout reconstruire de A à Z? On a parlé de son rôle et de son retour sur la NFL. On a parlé également de la capacité à rebondir quels que soient les événements et apprendre à se réinventer en permanence et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Greg Vellu. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Greg. Salut Greg. Enchanté, Annie. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Ça fait plusieurs temps qu'on devait se croiser et puis après, avec les agendas, des fois c'est un peu compliqué. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pour se chauffer un petit peu, comment tu te définirais? Optimisateur du potentiel humain. Yes. Et à travers cette casquette, comment j'aime bien savoir un petit peu le Greg tout petit, c'était qui? Comment tu t'es construit du coup? Par une carrière de rugbyman qui m'a permis d'aborder le sport de haut niveau. Venant de Toulouse, donc forcément, le rugby était le sport de prédilection. Okay. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir des armes en fait après dans mon métier de coach, quoi. Parce que ça détermine quand même, ce sport de haut niveau détermine quand même un certain état d'esprit. Tu vois, une certaine résilience au stress, savoir rebondir sur des événements, plein de paramètres que le sport de haut niveau a pu m'apporter après dans mon métier. Ok. Et le rugby, tu as démarré à quel âge alors? Tout petit? Tôt. Tôt, en cadet et après jusque en senior, première année. Ok. Et au niveau de tes études en parallèle? Alors sur les études en parallèle, STAPS. Alors on avait la chance à l'université Paul Sabatier d'avoir un DUG en tant que sportif de haut niveau qui était fait en 3 ans et pas en 2. Ça m'a permis en fait, tu vois, de pouvoir
c'était la suite logique en fait, hein, tu vois, basculer. J'avais un papa qui m'avait dit, OK, pas de problème, tu fais du sport de haut niveau et pas de problème pour faire 50 entraînements en semaine, mais par contre, tu continues toujours les études parce que si un jour il y a blessure, il faut que tu sois à même à pouvoir rebondir et c'est ce qui a été le cas. Voilà. Ses premiers matchs pro, genoux pétés et là, à l'époque, c'était pas les mêmes retours sur des ligaments croisés, donc. Bah, ça m'a permis de, tu vois, rebondir direct. J'étais déjà en licence. Et de là, de Pourquoi dire, tu as choisi le STAPS? Qu'est-ce qui t'intéressait par rapport à ça? bah, une filière quand même générale à l'époque. Ouais. Tu vois, le doc de STAPS, c'était quand même la filière de prédilection pour. Puis il y avait encore le concours d'entrée à l'époque pour entrer en STAPS. Et ça me permettait, tu vois, d'avoir une vision un peu générale, ne sachant pas trop vers quoi j'allais me diriger, tu vois, professionnellement. Le STAPS, c'était quand même une bonne ouverture parce que bah, il y a quand même à l'intérieur des filières sur le management, sur bah, l'éducation nationale pure en devenant prof de sport. Il y avait une ouverture. Donc l'idée première était de rester sportif de haut niveau, en fait. Ok. Et avec ta blessure, tu as essayé de revenir ou c'était du coup Non. c'était. Non? Non, parce que le genou avait vraiment été abîmé. Et puis, on m'a clairement dit, le chirurgien qui m'avait opéré à l'époque opérait que des genoux à la file. Et il m'avait clairement dit, vous reviendrez jamais avec une blessure pareille, vous reviendrez au niveau, quoi. Donc, les opérations à 25 ans, En c'était quelle année ça? pouf, j'avais ouais, 19 ans. Ouais, je pense que c'était dans les années 90. Ok. Ok. C'était quoi les deux croisés antérieurs Croisée antérieure, ménisque interne, ligament, tout avait explosé en fait. Donc ça a Ok. été une grosse rééducation fonctionnelle et puis avec un chirurgien qui t'annonce que ben, tu pourras plus recourir et que ça sera très compliqué de faire du sport à haut niveau et très, très bonne rééducation. Et puis tu vois, c'est là aussi où j'ai pu me rendre compte en fait de, de, du gap qu'il y avait, tu vois, en termes de réhabilitation fonctionnelle à l'époque, à part le CERS qui amenait vraiment un travail intéressant. Tu n'avais pas grand-chose, en fait. Tu vois, une fois sorti du kiné, tu étais livré à toi-même pour revenir à la normale, quoi. Donc, c'est là où J'ai vu en parallèle, là, ça me fait penser à Anthony Gelon qui disait qu'il serait prêt pour le 15 août. mais lui, il Donc, sera prêt, c'est sûr. Tu vois, c'est à ce niveau-là, et puis maintenant, les chirurgies sont plus du tout les mêmes. Il y a vraiment le secteur de la rehab est vraiment un secteur qui s'est beaucoup développé sur les 20 dernières années. Et je ne doute pas que ce mec-là revienne en équipe de France pour la Coupe du Monde, c'est sûr. ah ouais, Tu vois. carrément. Ok. Ah, Ouais, ouais, ouais. je pensais que ça allait être quand même un peu juste avec le niveau et les impacts, Ah, surtout au rugby, quoi. Mais le mec a déjà le mental. Ça, ah, c'est ah oui, le mec, un des premiers paramètres. ça c'est Euh, sûr que lui, le mec, il a le mental, ça c'est une et évidence. puis, je pense que là, avec ça, c'est une bande de copains, hein, donc je pense qu'il veut vraiment pas rater cet événement-là, quoi. Oui, oui, puis surtout en Surtout France. en Enfin, France. tout fait que oui, effectivement, que oui, c'est sûr que là, Là, c'est même pas la motivation, voilà, c'est même pas ah, une ça évidence, fait, c'est ça sûr, fait mais partie des stepstones dans ta carrière, donc ouais, il ne ouais. peut pas se permettre de manquer cet événement-là, c'est sûr. Mm, mm. Voilà. Yes. Et du coup, comment se passe ton parcours STAPS? C'est quelque chose que où tu vraiment Oh, t'es imprégné dedans, tu apprécies? Parce en discutant non. du coup avec plusieurs, il y en a, voilà, il y a plusieurs expériences. Donc moi, je suis pas issu de la filière STAPS, donc j'aime bien un peu savoir. Alors, trop général. Tu vois, je pensais rentrer beaucoup plus dans du spécifique. Alors, ce qui était top, c'est que bah, j'ai abordé des disciplines, tu vois, que j'aurais peut-être jamais abordé en tant que sportif. Tu vois, du lancer de javelot, lancer de poids, de la danse. Tu vois, c'est des Et choses. toi, ton optique en rentrant en STAPS, en sachant que tu étais sportif de haut niveau au rugby, c'était quoi? C'était, tu avais la vision d'être dans la prépa physique. Enfin, c'était quoi ta vision en rentrant? J'avais pas du tout en fait d'optique. Je me suis dit, je vais rester dans la filière sport parce que ça me Ok. permettra d'accéder à plusieurs choses.
Mais c'était pas dans mon intention première, tu vois. C'est le but premier, c'était le rugby, le rugby, le rugby, le rugby, tu vois. Ok, Donc, ok. donc après les études, je les ai poursuivies parce que bah, c'est une des filières qui me permettait de rester dans ce milieu-là et en même temps de m'offrir des choix différents. Alors, une fois blessé, à faire ma rééducation fonctionnelle un peu de mon côté, tu vois, je me suis rendu compte que bah, il n'y avait pas grand-chose en fait après le kiné. Et l'encadrement qu'on pouvait avoir à l'époque en préparation physique au rugby, c'était pas celui d'aujourd'hui. Donc, tu vois, il y avait plein de techniques qui n'étaient pas du tout abordées. T'es comment, toi, psychologiquement, là, quand tu te pètes? Ah, détruit. Là, Ah, ah ouais, là, non, non, c'est pas possible. Tu vois, le déni, mais c'est comme dans toute phase de changement, tu passes d'abord par le déni, la colère, le refus, la tristesse, hein, et puis après, tu commences à rebondir et à remonter la vague, tu vois, jusqu'à aller en fait de l'autre côté. Mais ça a été ça a été dur. long, ce chemin-là, pour te rendre compte que bah, ça serait plus possible pour toi? Ouais, parce que mon monde tournait autour de ça, en fait. Tu vois, mes copains, mon rythme de vie, tout était vraiment, tout tournait autour de ça. Donc, quand tu es exclu de ça, tu te dis, je veux garder un pied dedans. Donc, tu vois, logiquement, basculer, et puis le STAPS commençait à m'ennuyer. La filière, j'avais choisi une option sur la filière management des sports. Et ça restait encore du général, ça m'intéressait pas. Mais c'est là, en fait, où je me suis dit, tiens, est-ce que ça peut. J'avais commencé à l'époque, Hugo Mola et deux autres de ses copains avaient monté une société d'entraînement personnel. Et en fait, je m'entraînais moi Hugo Mola avait monté un truc comme ça? euh, au Ah tout début, ouais, avant qu'il devienne entraîneur de Castres d'ailleurs. ok. Euh, Donc, et il faisait quoi? Il faisait quoi? Du Ben, si coaching tu veux, en fait, il y avait beaucoup de joueurs de Castres qui habitaient Toulouse. Enfin, il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait quelques joueurs de Castres qui habitaient Toulouse. Et du coup, bah, il les entraînait en préparation physique à Toulouse. Et les mecs allaient faire les entraînements spécifiques là-bas. Ah, ok, c'est marrant c'était, ça. ouais, ça a été, ça a été en fait pour moi la découverte de l'entraînement individuel, tu vois. Et de me dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un bon coup à jouer, sachant que je connaissais un peu Hugo parce qu'on avait des amis en commun. J'ai commencé un peu à voir et à bosser, à m'entraîner en même temps que les mecs, etc. Et de là, de me dire, bah, tiens, c'est un job que j'aimerais bien faire, en fait. Ah, Donc ok. c'était, ouais, comme moi, j'ai fait partie des premiers à déclencher, tu vois, du coaching individualisé, à monter une société sur ça. Et quand Hugo est passé entraîneur et a arrêté la société, bah, du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi ne pas monter en fait une société en faisant de l'entraînement individuel, pas simplement que du sportif de haut niveau, mais pour tout le monde. Sachant que dans le lot de tout le monde qui gravite autour du rugby, bah, tu as souvent des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, tu vois, et ces gens-là, bah, moi, je les avais aussi en contact, tu vois. Et je me souviens encore dire à mon père, je vais monter une société et je vais faire du sport, de l'entraînement individuel à des jeunes. Ça marchera jamais. Et au final, très rapidement, tu vois, c'est quelque chose qui a pris. Donc C'est j'ai quoi ton bossé. business model à l'époque, du coup? C'est Oh, quoi ben, tu vends? à l'époque, tu commences avec rien, tu vois. Et puis, tu n'as pas d'exemple. Donc, du coup, compliqué de monter un business model, tu vois, sur lequel tu peux t'appuyer réellement. C'est plutôt de Toi, l'adaptation. tu vendais à la séance, je suppose, ou... Ouais. Ouais. Tu avais déjà des formules avec différents nombres de sessions. Et en fait, je sous-traitais avec Scandiasport. Donc, je leur louais les infrastructures. Donc, je reversais un pourcentage de mes séances à la salle à chaque fois que j'amenais un client là-bas. Ok. Donc, tu vois, ça a été mon premier base camp. Tu te souviens du pricing au début? Je voudrais pas te dire une bêtise, mais je Ouais. crois que c'était de 80 euros déjà, tu vois. Donc j'étais Ah, déjà c'était... haut, quoi. Ok. J'étais Ouais, déjà ouais. haut. J'étais déjà haut parce que je savais, tu vois, que j'avais pas non plus un nombre d'heures illimité et que bah, il me fallait réaliser un certain chiffre d'affaires. Donc très rapidement, j'ai eu un planning surchargé avec, comme
dans le monde du rugby à Toulouse, tu connais vite, tu vois, les patrons de bars, de boîtes, machin, etc., de restos. Et du coup, le relationnel s'est fait super rapidement. Et en l'espace de 6 mois, mon planning était plein. Et là, j'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer deux jeunes qui sortaient d'école de commerce et qui avaient un mémoire à faire sur un nouveau business à monter et à structurer. Et en discutant avec eux, ils m'ont dit, putain, tu as un service qui marche fort, bah, il faut chercher à l'augmenter en fait. Et en faisant des analyses dans tous les sens, on a basculé en fait sur. J'ai choisi le modèle de franchise. Donc là, bah, là, même chose. T'as pas d'exemple en fait. Donc j'apportais à mes franchisés tout ce qui était publicité, communication, donc avec une plaquette de présentation, tu vois, un livret santé pour chacun de mes clients. Ils avaient aussi un rendez-vous avec l'avocat, un rendez-vous avec l'expert comptable, un business plan déjà monté pour aller voir le banquier. Et ça, ben, j'ai eu 3 franchisés sur la région toulousaine. Donc, tu vois, avant même que Domicile Gym se mette en place, quoi. Donc, j'étais vraiment un des tout premiers, tu vois, à fonctionner en tant que franchise. Et ça a super bien tourné parce que, ben, en fait, on dupliquait ce que je faisais moi, quoi. Tu vois, et on avait mis en place des réunions mensuelles avec des thèmes bien précis sur l'analyse des personnalités. Tu vois, des gens fonctionnaient, c'était des gens qui s'étaient formés sur le MBTI. Donc, tu vois, essayer d'apporter en fait à ces coachs-là ben, les outils pour pouvoir fonctionner correctement sur une clientèle haut de gamme, quoi. Donc très vite, on a essayé en fait de structurer la franchise dans ce sens-là. Et puis après, voilà, c'est chaque modèle a ses limites et c'est aussi en fonction de ce que tu peux avoir comme, euh, comme période économique. Tu vois, on s'est trouvé pile poil au moment de la crise. Donc ça, c'était quelques années après, où là, bah, tout le monde a réduit les budgets, tous les chefs d'entreprise qui faisaient passer leur coaching sur la société, ben, ont réduit les budgets, pub, com, coaching, etc., formation. Et de là, moi, je me suis un peu arraché la tête parce que bah, je faisais plus mon boulot, tu vois, c'est ce qu'on discutait en préambule. Toi et moi, ça a beau faire des années qu'on est dans ce milieu-là, on garde quand même un pied sur le terrain parce qu'on adore ça, en fait. C'est ce qui nous permet de détecter les besoins et les attentes de nos clients, donc de monter des formations correspondantes. Et, euh, et du coup, bah, je faisais plus que de la pub et de la com, de la gestion de la franchise pour essayer de développer un tout petit peu ce produit-là, tu vois, ailleurs que sur la région toulousaine. Et, ton objectif, c'était quoi tu voulais monter 10, 50, 100, enfin, tu avais cette vision-là? Ouais, complet. Ouais. Il y avait pas, tu vois, il n'y avait pas de limite, sachant que tu installes un mec, tu lui fournis déjà une partie de sa clientèle. Ça a été aussi mes erreurs, tu vois, parce que je me suis fait redresser par les prud'hommes derrière, parce que c'est, tu vois, un emploi salarié déguisé. Bah non, bah, je lui apporte 10 clients pour qu'il commence à fonctionner. Et ça, voilà, des choses qui m'ont aussi ralenti, tu vois, économiquement dans le développement parce que bah, un, un contexte économique qui te sclérose un peu, tu vois, en France, où on t'empêche d'évoluer rapidement, où, par exemple, j'ai le ministère de la Jeunesse et des Sports, la première année où je me suis installé à mon compte, ils sont venus me contrôler 5 ou 6 fois dans l'année, tu vois. Et des trucs, mais j'étais le premier. Donc, si tu veux, pour eux, ils comprenaient pas, tu vois. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Comment il gère son truc? Donc, ils contrôlaient mon planning, mes chiffres d'affaires, tu vois, jusqu'au moment où j'ai commencé à m'énerver en disant, et c'est arrivé bêtement parce que j'avais créé des bonnes relations à l'époque avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, en fait, l'antenne à Toulouse. Et en discutant avec eux, je dis, pour développer ma franchise, ben, j'aimerais avoir le listing des gens qui sont diplômés d'État pour pouvoir promotionner, tu vois, avoir un listing de contacts, quoi. Et là, là, la secrétaire, je me souviens, elle dit, ah non, on ne peut pas vous partager le listing parce que c'est information confidentielle protégée. Pardon, je suis là, en fait, on travaille ensemble. Donc, je suis là pour développer ce métier-là. Je fais partie et je suis rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a un moment donné où si vous ne m'aidez pas,
C'est à quoi vous servez, quoi? À part à venir contrôler et me faire chier 5 fois dans l'année. Ah ben non, on peut pas, machin, etc. Et puis après, voilà, c'est comme j'ai un peu le sang chaud. Il faut refaire votre carte professionnelle. Ben, ouais, ben, vous enlevez la photo, vous la remettez sur. Ah ben non, on peut pas. Il faut refaire une nouvelle photo. Voilà, là, je dis bon, stop. Voilà, c'est trop compliqué en France ce système-là. Et tu vois, j'en étais arrivé aussi à un moment donné à me dire, ouais, en fait, j'étais ralenti dans mon développement, pas par les idées que je pouvais avoir, mais par le contexte, tu vois, économique dans lequel on évolue tous et qui fait que ça te ralentit, en fait, en permanence. Et de là, j'avais comme client un DJ avec lequel j'étais devenu ami, qui lui me dit, écoute Greg, tu es en train de péter un plomb. Je viens d'acheter une maison à Miami. Viens passer quelques semaines. Ça va te faire du bien. Tu vas prendre l'air. J'ai dit, OK, pas de problème. Puis j'étais séparé à ce moment-là, donc je me suis dit OK, bah, c'est le bon moment en fait pour pouvoir prendre des vacances. J'en avais pas pris depuis des années et de me dire tu vas respirer, t'aérer la tête. C'était la crise économique en France. Je me suis dit c'est peut-être le bon moment pour temporiser un peu. Et à l'époque, je travaillais déjà avec une machine que tu connais peut-être, qui s'appelle iMove, qui est un plateau d'instabilité. Et je les avais aidés à créer les protocoles fitness sur la machine. Et on avait l'habitude avec ce client-là de s'entraîner sur cette machine. Et quand on est arrivé aux États-Unis, quand je suis arrivé aux États-Unis, il me dit, écoute Greg, bah, essaie de me trouver un centre où on peut aller s'entraîner sur iMove. Et donc là, j'appelle le PDG de iMove, Gianfranco Tudico, et Gianfranco, il me dit, bah, Greg, on ne distribue pas aux États-Unis. Et là, pam. Tu vois, de te dire, OK, ça fait 10 ans que je suis coach, la franchise, elle n'évoluera pas dans les 2-3 ans à venir parce que le contexte économique n'est pas favorable. La France te fait chier. C'était à l'époque où Sarkozy disait, si tu l'aimes pas, tu la quittes. Je dis, bah, tu sais quoi, je m'en vais. Donc, j'ai tout vendu en France et je suis parti m'installer aux États-Unis avec l'exclusivité de développement de iMove sur le territoire américain. Donc, ça, bah, là, on switch sur un autre métier. Tu vois, c'est import-export, l'installation, du commercial. Tu vois, quelque chose dont j'avais vraiment pas l'habitude et sur lequel j'avais envie de me challenger. Et l'objectif premier, bien évidemment, c'était pouvoir parler anglais couramment. Et puis, comme tout bon petit Français qui sort de l'école avec toutes les années d'anglais qu'il a eu, il se dit, pas de problème. Sauf que quand tu arrives là-bas, eh ben, tu prends la claque de ta vie sur la première réunion en présentant ton produit. Là, tu te dis, ah ouais, j'y suis pas du tout en fait. Donc, mon niveau d'anglais, il n'y était pas. J'étais esselé parce que j'avais aucun contact sur Miami. Euh, J'avais tout vendu en France, donc là, c'est comme Christophe Colomb, tu vois, tu brûles le bateau pour être sûr de ne pas repartir. Ben là, c'était un peu la même. Et en me disant, bon, ben maintenant, tu as une machine dans ton salon, ben maintenant, il va falloir développer le produit. Donc ça a été assez acharné les premières années, perdu beaucoup d'argent parce que tenté plein de choses, tu vois. Sauf que à mon avis. C'est le petit Français qui va dans les clubs et qui leur dit j'ai une machine révolutionnaire ou Ah ouais, comment ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des salons sur lesquels tu vas, t'appelles les deux potes que tu as à Miami en leur disant est-ce que je peux utiliser votre bagnole pour démonter la machine, la remonter sur le stand, etc. Et là, tu t'aperçois que la machine plaît, tu vois, et pour autant, t'arrives pas à vendre parce que c'est avec le transport, le prix de la machine, etc. Ça sortait quand même une machine, un produit luxe, tu vois. On était déjà aux alentours de 40 000 $. Donc, tu vois, c'est quand même une machine. C'est pas un tapis de course que tu achètes à 15 000, tu vois. Donc, et donc, tu sais ce que ça produit. Donc, ça a beau être fun et ça a beau intéresser les gens, les chiros, etc. Après, pour vendre sur les États-Unis, c'est une autre paire de manches, tu vois. Et au fur et à mesure, tu prends. Tu te souviens de ta première vente? Ouais. Là, ça a été un peu. En même temps, j'ai eu la chance de tomber à Miami, tu vois, dans des milieux où on m'a présenté des gens qui étaient hyper fortunés. Tu vois, et qui avaient envie
d'avoir un peu le truc exclusif, tu vois, le truc que personne n'a. Et puis comme c'est une machine qui, je sais pas si tu la visualises, mais elle est assez belle, tu vois, en design. C'est Elle est des gens assez mastoc, hein, faut avoir de la place. c'est des gens qui mettaient ça dans leur salon, tu vois. C'est Ah oui, juste parce carrément. que quand ils avaient leurs amis qui arrivaient, waouh, qu'est-ce que c'est, machin, etc. Donc, c'était bien, mais les gens ne l'utilisaient pas. Enfin, celui-là ne l'utilisait pas à son plein potentiel et le coach qu'il avait n'était pas au niveau pour pouvoir créer des exercices Ah dessus. oui, donc du coup, tu l'as pas vendu à des professionnels, tu l'as vendu à des particuliers, Ah, quoi. et la problématique a été, je l'ai vite vu parce que des professionnels te demandent si c'est FDA approuvé. Donc, comme nos normes CE en France, si tu veux, ces normes FDA aux États-Unis, elles sont extrêmement compliquées à obtenir parce que c'est des dossiers administratifs super, super lourds à gérer. Et concernant des machines médicalisées, tu dois payer des études réalisées par des universités pour dire, par exemple, iMove est bon pour la rééducation de la cheville. OK? Ah oui, Ça te coûte 250 000 $ pour réaliser l'étude pendant 1 an. Et une fois que tu as ça, tu peux faire de la pub et vendre à des professionnels pour dire iMove est bon pour le genou, pour la cheville. Mais si ok. tu veux le faire pour le genou, pour les lombaires, pour l'épaule, etc., à chaque fois, c'est 250 000. Donc là, je me suis dit, oula, ça va être extrêmement compliqué en fait de vendre en masse. Faire un ou deux coups comme ça va être jouable, mais ça va être super chronophage. Aller dans des salons, je l'avais tenté une fois et ça avait super bien marché, mais à chaque fois la question revenait, est-ce que c'est approuvé FDA, est-ce que c'est approuvé FDA? Et après, il faut aussi prendre conscience et être honnête, sur le marché américain, les consommateurs consomment américain. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est un produit étranger, ils sont un peu plus réticents. Puis c'est compréhensible aussi, tu vois, sur Mhm. tout ce qui est service après-vente, changement de pièces, etc. Les gens sont plus frileux quand tu investis un montant comme celui-là. C'est Donc, le sûr. développement au démarrage a été très, très difficile. Jusqu'au moment où j'avais dans mes contacts un physio dont les grands-parents, je crois, ou le grand-père était français. Donc, tu vois, il avait des acquaintances avec cette culture-là. Et j'avais bien sympathisé avec ce mec-là. Et on avait commencé à travailler ensemble parce que lui travaillait sur table, tu vois, sur de la réajustement du positionnement, donc des tensions musculaires. Donc, c'était intéressant pour lui de venir travailler sur iMove parce que c'était pour le coup avec de la gravité. Et il s'avère que lui a eu l'opportunité d'intégrer un training center, un des premiers training centers qui se montait à Miami. Il me dit, écoute, si ça t'intéresse, tu te joins à l'équipe. Donc, on a monté ça et ça me permettait à moi d'avoir un showroom, tu vois. Plutôt que de faire venir les gens chez moi, là, pour le Mhm. coup, j'avais un showroom pour mettre la démo de la machine. Donc là, j'ai travaillé avec eux pendant 4 ans. Donc, un physio. Et en parallèle, tu développes ton business de personal training ou pas Je le forcément? faisais, ouais, j'avais un ou deux clients, tu vois, sur lesquels ça me permettait de pouvoir rentrer de l'argent au quotidien et de payer les factures, tu vois. Et après, j'ai essayé un maximum de développer ce produit-là. Et dans le training center, il y avait un kiné, un podologue, on était 7, 2 préparateurs physiques. Tu vois, c'était un des premiers training centers en fait qui s'était monté à Miami. Et dans le lot des clients qu'on avait, on a eu la chance d'avoir 5 petits jeunes qui venaient s'entraîner pour préparer les combines de NFL, donc les tests de sélection pour rentrer à NFL. Et dans le lot, on a réussi à en préparer 3 qui avaient vraiment énormément de talent, qui sont rentrés chez les Miami Dolphins. Et Mhm. c'est eux, en fait, qui nous ont introduits au fur et à mesure. Enfin, en premier, le physio, puisque lui travaillait sur le rééquilibrage au niveau musculaire. Et lui, au bout de la première année, il m'a dit, écoute, Greg, je m'en sors pas parce qu'il y a trop de joueurs et j'ai pas assez de temps. Donc, j'ai demandé à avoir un assistant sur la prochaine saison. Donc, il y a 12 semaines avant le démarrage de la prochaine saison. Donc, tu vas avoir des tests pour pouvoir rentrer en tant qu'assistant. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on était quand même un bon paquet sur la liste.
Et donc là, bah, ça a été super intéressant parce que c'est 12 semaines de tests, tu vois, sur son protocole à lui, donc sur la table, où là, bah, il a fallu reprendre les bouquins d'Anat 10 ans après, tu vois, revenir sur de la bioméca, sur de la physio. Donc ça m'a fait énormément de bien parce que ça a été une grosse remise en question professionnelle et de me dire, bah, là, mine de rien, t'intègres la NFL, donc le très très haut niveau, tu vois. Moi, Mhm. ce que j'avais connu au rugby 15 ans avant, bah, là, tu te dis, je vais me retrouver de nouveau dans un vestiaire, je vais retrouver l'ambiance, etc., etc. Donc ça a été je dirais une formidable opportunité pour moi. Opportunité que j'ai pas ratée, mais qui m'a coûté énormément parce que pendant 12 semaines, j'ai été testé, mais comme une machine à laver, tu vois. Et puis ça passe surtout sur casier judiciaire français, analyse d'urine. Ah ouais, mais tu rentres pas dans la NFL comme ça, tu vois. Et Ok. C'est des quoi, genre les tests? Il y a quoi? Tu as des tests c'est quoi ce. Alors, les tests que j'ai pu avoir, je donne toujours les mêmes exemples, mais tu vois, pour que les gens comprennent bien en fait pourquoi on te présente ça. Tu vois, par exemple, le test, c'était un test sur table où bah, tu utilises différentes techniques de stretching ou de travail manuel. Bah, j'ai eu à faire le test, non pas en une demi-heure, mais en 20. Donc là, tu speeds encore un peu plus. J'ai eu à faire le protocole avec une main dans le dos. Donc là, tu te dis, ah, mais comment je vais faire pour travailler si j'ai pas mes deux mains, tu vois, je peux pas. Donc, ah ben, dépêche-toi, tu as déjà perdu 2 minutes d'explication. Donc là, ben, tu commences à travailler, tu fais ce que tu peux avec un bras, tu vois, avec le poids du corps, etc., pour faire tout ton protocole. Et tu comprends en suivant que bah, si tu es dans le locker room, dans les vestiaires, avec un mec sur la table en train de t'occuper de lui et que tu es au téléphone parce que au bord du terrain, on va t'envoyer un mec et on doit te parler, bah, tu n'as qu'un bras et tu travailles avec l'autre bras sur l'autre mec, tu vois. J'ai eu à faire le protocole les yeux fermés, tu vois, avec un bandeau autour de la tête. Donc, juste parce que bah, quand tu es dans le locker room, tu te rends compte que bah, tu as les yeux rivés sur l'écran pour voir le match et que tu es obligé de continuer de travailler sur le mec que tu as sur la table, tu vois. Euh, j'ai eu un test avec, on avait un Navy Seals qui était là pour gérer le stress des joueurs. Et j'ai eu ce mec pendant une demi-heure qui vient, qui te met des coups d'épaule et qui t'empêche de travailler. Mais ça, tu comprends a posteriori que bah, ce mec-là, il te met sous pression pour savoir si tu es capable de continuer de travailler parce que quand tu es dans les vestiaires, bah, les mecs, quand ils ont les épaulières et que la tension, elle monte avant de rentrer sur le terrain, bah, tu as des coups d'épaule, tu vois, et tu as de Ok. l'agressivité. Donc, il faut être capable de rester concentré sur ton travail dans un environnement super agressif, tu vois. Donc, c'est plein de paramètres comme ça. Et après, bah, une fois approuvé, bah, là, tu kiffes parce que tu te retrouves à la cantine avec Dan Marino qui te tape sur l'épaule en te disant Hey, Frenchy, how are you? Welcome. Tu vois, et tu te dis, putain, je suis sur une autre planète, tu vois. Mais, euh, mais c'est Et des. les mecs au niveau athlétique, c'est des monstres? Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais j'ai presque eu la sensation. Alors, le foot américain, c'est pas pareil que le rugby, hein, quoique le rugby ait beaucoup évolué par rapport à mon époque. Mais tu vois, au foot américain, ils sont quand même vachement individualisés par poste. Tu vois, ils ont beaucoup de data que nous, on n'avait pas à l'époque, hein. Aujourd'hui, Ouais. avec Fabien Galtier, il a monté une cellule performance. Donc, il a beaucoup de data, tu vois. Donc, maintenant, ça a évolué. Mais, mais t'as pas en fait cette ambiance de rugby, frères, copains, tu vois. Foot américain, même les vestiaires, ils sont designés avec, tu vois pas le mec d'à côté quand tu es assis en fait, tu Ah vois. ouais, carrément. Ok. Ah ouais, ouais, parce que tu as le rebord de ton siège, tu vois, qui avance. Donc, du coup, les mecs sont quand même. C'est ce qui m'a beaucoup surpris, tu vois, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas cette ambiance. Et puis après, c'est de la chair à canon, les mecs. Hein, donc, tu vois, ils sont aujourd'hui au rugby, ça change beaucoup, mais on va Et y venir aussi. tu te déplaces à combien là sur un match de NFL? Combien d'athlètes? Oh, dans l'équipe, ça tournait aux alentours de 57 joueurs pendant la saison.
Sachant que je te compte pas le début de saison où en fait, on avait une trentaine de plus et les mecs, ils dégagent chaque semaine, tu vois. Pour rester après sur les 57, ils sont pas les 57 à jouer, tu vois, mais Ouais, t'en as là qui sont embauchés en fait juste que pour être l'opposition de l'équipe type. Donc, ok. en tant qu'intervenant là-bas, je pense qu'on devait être une bonne centaine d'intervenants. Ah ouais, 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 c'est une machine de guerre. Après, La là, logistique. là, je t'ai même pas parlé de salaire, hein. Tu vois, c'est tout ce qui est préparation physique. Oh, les mecs qui sont payés au lance-pierre, je t'ai payé 25 dollars de l'heure, hein. Tu vois, 25 dollars de l'heure. Donc, c'est que dalle. Mais par contre, tout le monde sait que c'est une ligne sur un CV. Enfin, aux États-Unis, Hmm. c'est quand tu as travaillé pour la NFL, après, tu peux travailler n'importe où, tu vois. Donc c'est les mecs se battent pour pouvoir rentrer même gratuitement et travailler gratuitement là-bas, tu vois. Et Après, ça. les meilleurs joueurs à ton époque, c'était qui alors? Il y avait qui? Alors là, les noms, ça me reviendrait pas, Hmm. mais il y en avait, ouais, il y a deux, trois mecs avec lesquels je suis resté en contact parce que ça l'a bien fait, mais c'est souvent des gens qui avaient voyagé, tu vois, qui avaient une ouverture d'esprit, donc qui connaissaient déjà la France, tu vois. Ouais. Et Ok. les trois quarts des Américains, même en ayant, tu vois, progressé au niveau anglais, là, tu te retrouves avec des mecs qui parlent l'américain de la rue, tu vois. Ouais. Donc c'est des trucs où ils faisaient des blagues, je comprenais pas, ils se foutaient de ma gueule, tu vois. Mais c'était fait bon enfant. Après on avait affaire là. Enfin, moi, je me suis vraiment rendu compte que tu étais dans le très haut niveau, en fait. Tu vois, des choses qui arrivent aujourd'hui, c'est-à-dire 8 ans après en France. Nous, on les avait déjà aux États-Unis. Tu vois, l'affiche, on avait dans le cap de Posturo, et du physio, on avait un écran géant avec toutes les têtes des joueurs. Tu cliquais sur la tête du joueur et là, tu avais tout son historique. Ouais. Ses entraînements, les blessures, ses progressions, ses datas. C'était monstrueux, tu vois. Et ça, c'est des choses qui arrivent à peine maintenant, tu vois. Mhm. Donc, voilà, il y a plein de petits éléments comme ça qui, après, C'est quoi les enseignements que tu fais sur cette période-là, du coup, toi, aujourd'hui, au niveau professionnel, tu en retires? justement, le niveau de professionnalisme, Ouais. euh, savoir se dépasser aussi, d'aller chercher des choses, tu vois, dont tu n'as pas l'habitude. C'est à ce moment-là où j'ai commencé déjà à se jeter vers la posturo, vers la neuromotricité, tu vois, tout ce qui va en fait te permettre de comprendre pourquoi l'organisme reprend toujours des patterns. Mhm. Euh, Toi et moi, on le sait, tu fais faire un squat à quelqu'un, ok, son genou il rentre vers l'intérieur, tu sais d'où ça vient, tu vas amener les correctifs, tu vas le repositionner devant la glace, c'est la même chose. Ok, le mec s'en va une semaine, il revient, il a de nouveau la même Mhm. pattern. Mais ça vient pas de son corps, ça vient de son cerveau en fait, tu vois, Mhm. qui a ancré quelque chose qui fait que et c'est là où, ben, en creusant, en ayant cette curiosité du haut niveau, parce que tu es obligé, en fait, d'avoir ce niveau de curiosité, de te dire, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne pourquoi ce mec-là, il a toujours cette récurrence de blessure ou de rotation de bassin qui va faire que. Donc, c'est la curiosité. Et après, j'en discutais récemment, ce qui m'a beaucoup apporté aux États-Unis, c'est que les Américains rebondissent très vite. Ça veut dire que pour eux, il y a pas, ils conçoivent pas comme dans notre éducation à la française, tu vois, l'échec comme tel. Pour eux, c'est boum, ok, il y a un résultat, je rebondis par rapport à ça. Tu vois, et c'est ce qui fait que c'est un pays qui est toujours dans le mode j'avance. Tu vois, Mhm. ils se remettent en question, mais ça avance toujours en fait. Ils rebondissent d'un truc sur un autre, c'est pas grave, ça marche pas, boum, on abandonne et on switch sur quelque chose d'autre. Euh, ouais, ça m'a appris cette résilience et de se dire, t'as beau être le 28 du mois et avoir zéro sur le compte en banque et il y a le loyer à payer, les choses qui vont tomber, il n'y a pas de problème, tu vas trouver une solution en fait. Ok. Bah, ça m'a énormément appris là-bas. Ok. Énormément. C'est un des gros éléments, tu vois, de construction où aujourd'hui, t'as plus peur en fait, tu vois, t'es plus dans t'as appréhendé ce stress parce que t'as tellement été mis en dehors de ta zone de confort pendant longtemps
qu'aujourd'hui, c'est presque inconfortable d'être dans ta zone de confort. Ok, je Tu vois ce comprends. que je veux dire? C'est il y a un moment donné, tu te dis, oh merde, je suis trop confortable, ça va. Il y a un C'est moment où bizarre, c'est bizarre. c'est bizarre, tu vois. Donc, Et du coup, comment se termine ce job alors, un effet lassitude aussi. Au bout de la troisième saison, tu sais comment ça marche. Tu as acquis les différents passes d'entrée pour aller n'importe où. Parce qu'au début, j'avais accès juste qu'à la salle de préparation physique. J'avais pas accès au lunch. J'avais pas accès à la salle de repos des joueurs. J'avais pas accès au locker room. Tu vois, tu Ah as oui, une carte ok. et on te donne des accès au fur et à mesure, quoi. Et puis C'est de la après, une fois gamification, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça, hein, tu vois, voir les joueurs s'entraîner, etc. C'était des choses qui étaient pas envisageables, en tout cas au début. Et au fur et à mesure, ben, voilà, où tu sens que tu pars plus avec les, tu vois, avec les tripes qui bouillonnent en te disant, putain, je vais kiffer aujourd'hui, machin, etc. De te dire, ouais, ok, je passe la porte et pour moi, c'est normal, tu vois. Et Et là, à cette période-là, t'avais arrêté la commercialisation non, d'iMovie. je le faisais Ok. toujours en pendant, mais voilà, je me suis aperçu très vite que, en fait, si j'avais pas un demi-million de dollars, ça allait être compliqué de développer ce produit-là sur tout le pays. Tu vois, Ouais. donc du coup, et puis les Miami Dolphins, ça me prenait ouais, allez, 20 heures par semaine. Tu vois, c'était pas non plus sur mon planning, ça me bouffait pas Ouais. tout mon temps, quoi. Ok. Euh, mais c'est ce phénomène de lassitude, tu vois, au milieu de la troisième saison. Là, pour le coup, j'étais tout seul parce que lui, il avait switché sur d'autres équipes. Donc, je gérais tout seul toute l'équipe. Vers le milieu de la saison, un matin où j'ai passé la porte, je me suis dit, j'ai plus le même kiff, tu vois. J'ai Ouais. plus la même excitation. Pour moi, je suis rentré dans une normalité. Et c'est ça le danger, en fait. Quand tu encadres comme ça du très haut niveau, c'est de plus avoir cette vigilance, tu vois, et ce truc de te dire, il faut rester concentré au max parce que quand tu passes des journées comme ça sur des joueurs qui valent des millions sur la table, t'as pas intérêt à faire de conneries, quoi, tu vois. Donc, Mhm. et ton job est regardé. Donc, puis c'est un travail de collaboration. Donc du coup, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, t'as fait ton temps, en fait. Tu vois, t'as atteint ce que tu voulais. Ça faisait partie de ta bucket list, tu vois, de travailler sur une équipe de très haut niveau. Venant de Toulouse, forcément, Toulouse m'avait toujours intéressé, mais j'avais jamais eu la porte d'entrée pour pouvoir rentrer là-bas. Et c'est après, quand tu reviens, tu vois, à Toulouse, où tu te dis, ouais, en fait, je me rendais pas trop compte, tu vois, de ce que j'avais fait. Et c'est après où tu te dis, quand tu as un Hugo Mola ou un Jamba Elissalde qui te dit, ah, ouais, bah, est-ce que tu peux regarder un peu comment ça fonctionne au Stade Toulousain pour voir la différence par rapport à ce que tu as vu et que là, tu te rends vraiment compte, tu vois, tu te dis, ah ouais, il y a une énorme différence par rapport à ce que moi j'ai vécu et par rapport à ce qu'il existe en France. C'est du haut niveau, oui, mais c'est pas du très haut niveau. Et encore, le Stade Toulousain est au-dessus de tout le monde, tu vois. Mhm. Donc, Donc ça, c'est en quelle année que tu rentres tu rentres juste après cette expérience-là? Tu te dis, bon, bah, ça y est? non, je suis resté après 2 ans de plus parce que j'avais trouvé un business angel. Là aussi, c'est pareil, tu vois, c'est le manque d'expérience sur du business de haut niveau. Le mec m'a croqué une grosse partie de la société. Après, c'était lui qui était décisionnaire, mais lui, c'était juste un investisseur, tu vois. Et ce mec-là a Sur eu quoi comme projet? sur le développement de iMove. Tu vois, lui, il avait dans le lot de ses investisseurs, il avait le président de la colonne vertébrale aux États-Unis. Donc, tu vois, dans le lot de son portefeuille de clients, ce mec-là vient et il dit, putain, la machine, elle est géniale. Moi, j'investis direct, etc. Lui, il se dit, bon, si son client lui dit que c'est top, eh ben, du coup, je vais faire appel à d'autres clients. Donc, ce mec a investi, ils avaient investi 250 000 au départ. Et puis avec une autre levée de fonds. Mais là, voilà, tu es dans un pays étranger, tu n'es pas forcément bien conseillé. Et puis moi, ça faisait des années déjà que j'étais sur le territoire américain et il fallait que ce produit explose, tu vois. Donc j'étais prêt à tout pour pouvoir le développer. Et à Et partir du moment où t'avais pas d'aide de la société iMove Non, non, parce qu'eux, ils avaient leur propre développement à assurer, tu vois. Et puis Ok. j'avais déjà l'exclusivité sur le territoire. C'était déjà un gros plus, tu vois. Ouais.
Et après, ce mec-là a pris le lead. Il n'a pas voulu suivre la stratégie de développement que je pensais la bonne. Donc, ça a été encore des petits coups à droite et à gauche, mais pas un développement de masse comme moi je le supposais, tu vois. Ok. Et de te dire, bon, ben voilà, le mec veut pas balancer 250 000 sur une étude pour prouver que médicalement, iMove est intéressant, est un outil intéressant. Donc, du coup, bah, ça s'est vite essoufflé, en fait. Et puis, je Ok. me suis rendu compte que le mec se payait sur la boîte, des sommes astronomiques, tu vois, et puis qu'il n'avait pas que cette boîte-là. Donc, après, ça a été suspicieux, tu vois. Et puis là, tu te rends compte que, bah, ouais, tu passes pas de coach à businessman comme ça, quoi, tu vois. Mm. Surtout à ces levels-là. Mm. Et sur les contrats, parce qu'il y a un moment donné où tu te dis, putain, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Tant pis si je perds des pourcentages de la boîte, tant pis si je suis plus décisionnaire. Sauf que quand tu n'es plus décisionnaire, ben là, tu perds la main. Et Mm. après c'est ta affaire à des financiers et plus à des mecs qui sont passionnés par un produit, tu vois. Mm. Donc là, et puis parallèlement, j'avais rencontré mon ex-compagne aux États-Unis, qui elle était parisienne, avec qui on a eu un enfant. Et puis c'est la première année, je dis bon, ok, on s'offre le choix, soit les États-Unis, soit la France. Et puis je suis rentré quand ma fille avait 1 an, et de là, tu vois, après je suis plus reparti parce que voilà, je pense que j'avais fait mon temps, tu vois, j'avais fait le tour. 10 ans aux États-Unis, c'est long, quoi. Tu vois, et puis c'est 10 ans où tu cotises pas en France, où Ouais, ouais. Mhm. ouais, ouais, plein de paramètres. Et puis voilà, au niveau avocat aussi, tu vois, euh, c'est sur les visas, c'est extrêmement compliqué d'avoir des visas aux États-Unis, quoi qu'on en dise. À l'époque, moi, c'était pour le premier visa que j'ai fait, c'était un visa investisseur. Il fallait investir 75 000 dollars sur 2 ans. Tu vois, Ah oui. donc c'était quand même assez chaud. Et puis, il fallait avoir 2 salariés, il fallait avoir développé du business. Ouais. Donc, ça te met une sacrée pression. Ouais. Après, quand je suis rentré chez les Miami Dolphins, ben, j'ai eu la chance d'appliquer pour le visa O, qui est le visa compétences et talents. Tu vois, il n'y a que les artistes, les prix Nobel, etc., qui l'ont. Ok. Et je l'ai eu parce que je travaillais chez Miami Dolphins, heureusement. Mais je crois que c'est en tout et pour tout, j'ai dû dépenser 50 000 balles d'avocat, tu vois. Ah oui, ok. Les visas, les papiers, les machins, etc. Donc, tu vois, ça va vite, quoi. Ouais, Ça va ouais, vite. C'est l'argent de la franchise, en fait, m'avait permis, tu vois, de mettre tout ça en place. Et au final, tu te dis, bon, ben, je reviens avec une addition qui est pas ce que j'attendais, tu vois. Donc, donc là, ouais, toi, tu reviens sur Paris ou tu redécides ouais, de ouais, ouais. reprendre Je ton reviens pause? sur Ouais. Paris. Alors, j'avais fait beaucoup d'allers-retours et j'avais aussi la chance d'une connaissance qu'on a en commun qui est Jean-Philippe Pérez. Mhm. Jean-Philippe me dit, écoute, Greg, maintenant que tu es sur Paris, ça peut être intéressant qu'on bosse ensemble. Donc j'ai bossé sur Front de Seine. Et Front de Seine, en fait, m'a permis, tu vois, de reprendre pied avec ce qui se faisait en France, quoi. Ok. Et avec un Jean-Philippe qui m'a énormément épaulé. Tu vois, Ok. c'est quelqu'un qui m'a permis de rebondir en France parce que bah, tu reviens des États-Unis où tu étais à 160 dollars de l'heure à revenir en France et tu te dis waouh, ça fonctionne plus pareil, j'ai plus le réseau, j'ai plus les connexions, j'avais tout perdu, tu vois. Donc, quand tu passes 10 ans en dehors de la France, tu perds forcément des connexions. Et de là, bah, il faut rebondir. Rebondir et se réinventer. Alors avec des domaines de compétences que j'avais pu acquérir sur les États-Unis et qui n'y avaient pas encore en France. Donc, tu vois, tout le travail de neuromotricité que je pouvais faire à front de scène. Jean-Philippe, enfin, les coachs, ils me regardaient, ils me disaient, tu fais faire du quatre pattes, tu fais toucher les pouces à des gens, tu fais faire du travail d'équilibre, des trucs. Donc ça, tu vois, pris beaucoup de, j'ai appris beaucoup aussi en travaillant là-bas parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la façon d'enseigner en France avait peu changé, tu vois. Mhm. Beaucoup de discussions aussi avec Claude Clairac, qui était mon mentor au CREPS. Et c'est lui qui m'a donné en fait la passion de la préparation physique.
Et lui qui me disait, il n'y a rien qui a changé hein, depuis que tu es parti, c'est les mêmes prérogatives, les mêmes enseignements. C'est aujourd'hui, il y avait plus cette distinction à l'époque comme le fitness et les cours co et la préparation physique de l'autre côté. Donc aujourd'hui, tout était mixé et c'est là où je me suis dit, bon, ben là maintenant, il va falloir rebondir et basculer maintenant plus sur de la formation, tu vois. Donc, c'est là que j'ai monté le mastermind des préparateurs physiques en collaboration avec l'école online SSCS Training. Ça a été, c'est la troisième année cette année qu'on a lancé ce programme. Et là, pour le coup, bah, j'y suis allé en me disant, aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait à un jeune coach qui vient d'être diplômé ou qui est en activité depuis entre 5 et 10 ans et qui a envie d'aller toucher des notions dont on n'a pas forcément l'habitude dans les formations, en tout cas classiques. Tu vois, tout le système hormonal, la gestion du stress, le travail de respiration, le travail de neuromotricité, la posture, la métacognition, tu vois, des sujets un peu particuliers en prépa physique, mais dont on se doit, en fait, quand on arrive à un certain niveau, d'être conscient. Et c'est comme ça qu'on a démarré le programme, qui fonctionne très bien. Tu vois, c'est un programme online où il y a des Zooms avec une équipe d'experts. Donc, l'équipe d'experts que j'ai montée moi, c'est des francophones avec des gens qui sont à leur top dans leur domaine de compétences et qui, pour le coup, se connaissent tous parce qu'on a tous plus ou moins fait les formations des uns et des autres au Canada ou en France. Et ça, ben, je pense que ça avait de la pertinence parce que on prend un peu le contre-pied de tout ce qui peut se faire au niveau universitaire, tu vois. C'est-à-dire sur des enseignements classiques. Donc, on apporte de la différence et en essayant d'optimiser un tout petit peu, on donne des clés d'entrée, en tout cas sur des domaines de compétences à des coachs qui ont envie d'être beaucoup plus pertinents dans leur taf, quoi. C'est quoi ta vision, toi, du fitness, du coaching, sur ce qui se fait aujourd'hui en francophonie? Alors, sur le fitness en lui-même, tu vois, je pense que on en a beaucoup discuté avec Jean-Philippe de ça, et Jean-Philippe qui, lui, pour le coup, est un génie du fitness en Europe. C'est un mec que je place sur un piédestal parce qu'il a une analyse du marché qui est extrêmement pertinente. Il a toujours un coup d'avance. Ce business model qu'il a monté à front de scène, ça fait déjà des années que ça tourne et c'est une machine de guerre. Et il produit de très très bons coachs. Mais je te dirais qu'il y a une vraie distinction aujourd'hui, que je ferais une vraie distinction en fait entre le sport santé et le sport fitness. Tu vois. Et je me permettrai pas de juger en fait ce qui se fait sur le sport fitness parce que j'y suis pas dedans. J'ai jamais enseigné en cours collectif. Par contre, sur le sport santé, il y a une demande de plus en plus grandissante, et ce, depuis le Covid. Ça grimpe de plus en plus. C'est quoi ta définition du sport santé? Parce que j'entends effectivement, il y en a beaucoup, on parle beaucoup de sport santé, mais chacun un peu a sa définition. C'est quoi, toi? Comment tu conçois la chose par rapport à ça? Contrairement à la dominante fitness, comment tu fais ce parallèle-là? Besoin et plaisir. Le sport fitness, pour moi, c'est plus du sport plaisir. Ça veut dire que tu recherche. Il n'y a pas une recherche. Il n'y a pas forcément de recherche particulière à part se faire plaisir. Le sport santé, il y a une vraie intention en fait d'aller mieux. Tu vois, et ça englobe beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire aller mieux, ça veut dire quoi? Aller mieux physiquement, mentalement, tu vois. Donc, ça nécessite d'avoir en face de soi des coachs qui ont de l'expérience. On parle même pas des coachs diplômés ou pas, hein, parce que on a discuté encore récemment, mais aujourd'hui, il est estimé que sur l'ensemble des coachs en France, il y en a un tiers qui ne sont pas diplômés. Donc, ah bon? Ok. C'est quand même beaucoup, hein, tu vois. Donc, et sur le sport santé, tu peux aller dans plein de domaines différents, tu vois, sur le sommeil, l'analyse du sommeil, l'hygiène de vie, tous les paramètres et les piliers de l'hygiène de vie. Donc, ça nécessite aussi d'avoir des compétences qui sont beaucoup plus ouvertes, tu vois.
Sans pour autant rentrer dans le détail, hein, parce que pour le coup, si je détecte un problème particulier sur le sommeil sur un de mes clients, c'est comme la diététique. Tu vois, j'ai jamais été un diététicien et j'ai jamais fait des formations là-dedans parce que c'était pas mon acquaintance. Mais pour le coup, il faut avoir une vision suffisamment large pour pouvoir conseiller et envoyer vers l'expert nécessaire si c'est le cas échéant. Et c'est beaucoup plus en fait un besoin, tu vois. Moi, j'ai principalement ma clientèle et mon avatar client, c'est l'homme de 35-55 ans, cadre supérieur, à fond les ballons, qui a envie d'optimiser ses performances. Donc, du coup, je gère plein de paramètres différents, tu vois. Et, et quand tu passes par les formations par lesquelles je suis allé, c'est-à-dire la neuromotricité, la posturo, etc., tu te rends compte qu'en fait, le rôle premier du cerveau, c'est assurer le mouvement. Si ce mouvement-là, il n'est pas assuré d'une façon efficace, efficiente, ben pour le coup, le système émotionnel et cognitif, c'est la seconde fonction. Donc, ça veut dire que ces gens-là, si je m'assure qu'au niveau postural, ils sont bien câblés, si au niveau sensoriel, tout est correct, ben forcément, la motricité sera bonne. Donc, ça veut dire que le cerveau aura de l'énergie à disposition pour gérer le système émotionnel et cognitif. Ça me botte parce que pour le coup, on rentre dans du développement personnel. Mais le vrai développement personnel, ça veut dire que c'est du développement intrinsèque et pas extrinsèque, comme tu peux le voir aujourd'hui avec plein de. On en a plein. Hein. Aux États-Unis, ils ont Anthony Robbins, tu vois, qui est la tête de file. Mais pour avoir fait des stages avec lui, quand sur les statistiques, Anthony Robbins, tu sors d'un de ses séminaires. Et pompé up et regonflé à bloc, la semaine suivante, il y en a plus des trois quarts qui n'ont pas mis en place ce qui avait été déterminé le dimanche soir du séminaire, tu vois. Donc, cette motivation extrinsèque, en fait, elle a ses limites. elle a ses limites et elle va les avoir de plus en plus. Parce que ces gens-là, en fait, se rendent compte que pour pouvoir fonctionner correctement, ils sont obligés de faire beaucoup de masse. Donc, beaucoup de séminaires, et sous prétexte des neurosciences, parce que c'est le nouveau terme à la mode en ce moment dans le développement personnel, ces mecs-là ne vont pas travailler là-dedans. Tu vois, c'est trop complexe. Moi, je fais de la neuro depuis quelques années. Et jamais de la vie, même dans 10 ans, je dirais que je suis un neuroscientist, tu vois. Parce que tu rentres dans plein de choses qui sont différentes. Le système hormonal, les connexions, le cerveau, tu vois, et c'est des paramètres qui, à mon sens, vont évoluer de plus en plus, où on va avoir de plus en plus de data, tu vois, qui vont nous revenir et qui nous permettront d'optimiser encore plus notre rôle de coach. En tout cas, je parle pour ma partie dans le sport santé, dans la réhabilitation fonctionnelle, tu vois, où on prenait l'exemple tout à l'heure des kinés, discuter avec un autre kiné il y a peu de temps. Il me dit, ouais, mais Greg, moi, je suis payé pour rééduquer l'épaule. Point. Tu vois, je suis pas rééduqué pour remettre l'épaule dans son ensemble, en fait. Tu vois. Et le souci, c'est que bien souvent, C'est un peu le problème parce que si tu vois pas le corps humain comme une entité à part entière, ouais, en fait, c'est voué à toujours avoir ces problèmes d'épaule, je pense. Mais c'est ce qui fait que nous, en tant que coach, on a une nécessité, en fait, d'avoir de l'humilité. Parce que tu peux pas tout contrôler. Et c'est souvent multifactoriel, tu vois. Donc tu te dis, OK, bah, j'essaie tu vois, depuis quelques années, en fait, de revenir à la base et de me dire, OK, ça sert à rien de faire un mouvement complexe, un deadlift, machin, etc., si le mec, il maîtrise même pas son quatre pattes. Tu vois, fais-moi un vrai quatre pattes où tu stabilises bien ta sangle abdominale, où tu as des bonnes sensations, où tu as une vraie intention de contraction. Après, il n'y a pas de problème, on pourra se mettre debout et ça sera beaucoup plus simple sur l'apprentissage de ton deadlift ou de ton squat ou d'un mouvement complexe debout. Aujourd'hui, même sur du sportif de haut niveau, parce que j'en ai encore quelques-uns, même sur du sportif de haut niveau, tu es bluffé en fait. Tu vois, tu es bluffé parce que le mec te met à quatre pattes et tu lui fais faire toute une séance à quatre pattes. Le mec, tu te dis, j'ai jamais transpiré autant. Bah ouais. Mais en fait, si tu me maîtrises pas ça, comment tu veux maîtriser un mouvement complexe? Et au-delà de ça, ça veut dire que pour me faire ce mouvement complexe, ton corps va dépenser énormément d'énergie, va très certainement compenser. Et ces compensations-là te mèneront très certainement à une blessure. Tu vois,
je pense que c'est ce vers quoi on doit tendre parce que cette notion de performance, en fait, elle fait grimper tout le monde vers le haut. Tu vois? Et Mhm. aujourd'hui, pour en discuter avec Claude Kérac, il me dit, Greg, j'ai pas le choix, en fait. Il faudrait refondre tous les programmes. Aujourd'hui, moi, je suis désolé de voir des PPGEPS qui se font online, quoi. Tu Ouais. vois, tu ne peux pas, en fait, être un coach aujourd'hui euh, si tu n'as pas un minimum de sensations, si tu n'es pas passé par certaines remises en question, ou en tout cas, il faut s'obliger à le faire, s'obliger à se mettre sur le grill, tu vois, et à se dire, ouais, je ne maîtrise pas ça, au moins je vais essayer d'avoir des données, je vais faire des webinaires, je vais faire des conférences, je vais faire peut-être me payer un module de formation pour savoir de quoi ça parle. Après, si ça te fait kiffer, tu vas rentrer dans du détail et ça deviendra ta spécificité, ta zone de génie, tu vois. Mais aujourd'hui, quand tu passes 25 ans de métier, le corps m'intéresse moins que l'esprit. Mm. De moins en moins. Parce que je Qu'est-ce que tu sais dis, que qu'est-ce que tu dis aux jeunes coachs, du coup, par rapport à ça, ou comment ils doivent démarrer dans la, dans ah, la, dans la, reprends dans tes la... basiques. Comment? Reprends tes basiques. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de me faire une séance avec 2 bouteilles d'eau, un manche à balai, c'est pour moi, tu n'es pas un coach. Si tu as Mm. besoin de machines, etc., pour pouvoir fonctionner et faire une séance, bah, ça veut dire que tu utilises le complexe. C'est comme si tu utilisais ton téléphone pour toutes les applications, sauf pour téléphoner. Mm. Le but de ton téléphone, c'est d'abord téléphoner, en fait. Mhm. Donc, tu vois, il faut que tu sois à même à pouvoir maîtriser ces basiques-là. Et après, en termes de formation, euh, si j'avais à reprendre mon cursus de formation, je le prendrais à l'envers, en fait. Je commencerai par me former sur les réflexes archaïques. Après, je ferai de la posturologie. Après, je ferai de la neuromotricité. Et ensuite, en dernier, je ferai de la préparation physique. Parce que c'est dans ta pyramide de développement moteur, bah, c'est le top en fait, tu vois, de ta pyramide. C'est pas les fondations. Et les fondations, Mhm. c'est si tu t'assures pas que les réflexes archaïques sont OK, que ta posture et tes entrées sensorielles sont correctement calibrées, tout ce qui va dépendre, tout ce qui va être au-dessus, en fait, va être branlant. Donc, et je m'en aperçois aujourd'hui parce que je fonctionne comme ça et ça fait partie de ma méthodologie, de mon approche. Euh, de reprendre les choses au basique comme ça rassure aussi les gens. Tu vois, Mm. c'est une prise de contre-pied. Hein. Moi, j'ai un nouveau client là qui a eu l'habitude de faire du coaching à Dubaï, machin, etc. Le mec, il me dit, tu fais pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Je dis, ouais, mais comment tu te sens? Comment tu dors? Comment tu te gères dans ton quotidien? Aujourd'hui, tu n'es pas sportif de haut niveau, tu es un chef d'entreprise. Donc, ton but, en fait, c'est si je t'ai à l'entraînement et que tu as dormi 3 heures et que tu as mal bouffé, je ne vais pas te faire une séance de deadlift. Je vais te cramer encore plus que ce que tu l'es. Donc, le but, en fait, c'est de revenir à de l'essence, tu vois, et à revenir à quelque chose qui fait sens, qui te fait du sens. Et aujourd'hui, euh, à mon avis, tu as connu cette période où il y avait pas Les Mills et où il n'y avait pas de cours chorégraphiés et où tu étais obligé de venir avec ta propre musique et de monter ton propre cours. Mhm. Ça n'existe plus dans plus aucun club. Et je prends le pari que si un club dit on repart à ce qu'on faisait au début, ben, ça fera monter le niveau vers le haut. Aujourd'hui, tu as des clones. Ils sont tous formés de la même façon. Alors, c'est bien pour les Ça patrons. revient, ça change là, ça change, ça Ouais, change. c'est en train, Ouais, c'est en ça train. change. Mais, et pour le coup, encore une fois, hein, je prends du recul par rapport à ça parce que je n'ai jamais été dans ce milieu du fitness, tu vois, et des cours Mhm. collectifs. Je le vois juste de l'extérieur et je me dis, j'ai l'impression de voir des clones, en fait. Et dans le lot, bah, tu as des fois 1 ou 2 coachs parce que c'est des anciens sportifs de haut niveau ou parce qu'ils ont un peu plus de jugeote que les autres, bah, vont se former. Aujourd'hui, le budget moyen d'un coach en France de formation, c'est 500 euros. 500 Ok. euros en moyenne. Donc, quand tu vois des formations Par qui sont an? à 1000, 1200, bah, les mecs ne peuvent pas se les payer. Et c'est compréhensible, tu vois, quand tu touches les salaires d'un prof de salle normale, tu n'as pas les moyens financiers de pouvoir te payer le déplacement à l'autre bout de la France, l'hôtel pendant 2 jours pour pouvoir. Tu préfères partir avec ta copine plutôt que te payer une formation. Donc, je le comprends. Mais au fur et à mesure, on est en train de faire baisser le niveau. Tu vois, on ne tire pas les choses vers le haut. Quand je te disais les prix que je pouvais facturer il y a 20 ans quand je suis parti de la France, quand je suis revenu, aujourd'hui, je suis désolé de voir des mecs qui sont payés 25 euros de l'heure.
ça me, je me dis, putain, c'est pas possible. Tu vois, et les mecs n'ont pas le choix, en fait, parce qu'il faut taffer et qu'il faut rentrer de l'argent. Et aujourd'hui, en étant avec ce mode auto-entrepreneur, il faut vraiment sortir du lot, vraiment avoir sa cible, vraiment avoir identifié son marché, avoir un super bon marketing. Avec l'émergence des réseaux sociaux, ça pop-up de partout, c'est super chronophage. Hein, les mecs perdent beaucoup de temps, et toi, tu dois le voir aussi, puisque tu formes des mecs. Euh, Tu vois, il y a. Là, en fait, le seul souci, c'est qu'il y a énormément de compétences, tu vois. Où quand tu es de l'extérieur, tu dis, bon, personal trainer, coach, bon, c'est pas si difficile, tu fais faire du sport aux gens. Et alors, si tu t'arrêtes ici, effectivement, tu te dis, oui, il faut pas grand-chose. Quand tu commences à creuser, là, le niveau de compétences qu'il faut avoir pour gérer à la fois, parce que là, on parle beaucoup de technique. Ah ouais. Et après, quand tu as un business, on en parlait, voilà, quand on connaît rien en business, même chose, même si on ne monte pas une multinationale, même si on fait du freelance ou autre, il faut gérer. Ça nécessite des compétences. Donc, c'est vrai que c'est là où je m'aperçois, tu vois, plus j'avance et plus je fais des formations, je me rends compte de mon incompétence, tu vois. Mais j'en ai quand même bouffé quelques-uns, même si je ne suis pas le meilleur. Je m'estime que voilà, j'ai engrangé certains trucs et je me dis, ah, mais en fait, ouais, tout ce que j'ai fait là, il y avait des optimisations à faire, mais que je ne connais pas parce que je n'ai pas fait toutes les formations possibles et imaginables sur tous les leviers. L'être humain, il est tellement complexe que, en fait, c'est une vie, quoi, tu vois. C'est une vie. Ah ben, et c'est ce qui est. Je sais pas si tu te souviens, quand j'ai commencé à collaborer avec SSCS Training, c'était pendant la période du Covid. Et en fait, tu vois, ça ramait. Il y avait J'ai eu la chance, en fait, d'être à ce moment-là pendant la période du Covid, pendant le confinement des 3 mois. On a monté plein de tables rondes avec des coachs à l'étranger, au Canada, en France, en Suisse, tu vois. Et en fait, on faisait des groupes de travail. Donc, tous les jours, tu vois, on avait un groupe de travail et on faisait évoluer le truc. Et Julien Lecoq, qui est le big boss de SSCS Training, me dit, ah, Greg, l'ambiance, elle est morose, les gens, ils sont déprimés, les coachs, ils peuvent pas travailler, etc., etc. Moi, c'est la période où j'ai le plus travaillé de ma vie. Donc, je prie pour un autre confinement de 3 mois, tu vois. Et sur cette période-là, on avait monté les sommets des préparateurs physiques. Donc, on en a fait 3 ou 4, je crois, ou un truc comme ça. Et le premier séminaire, le premier sommet qu'on a fait, c'était gratuit. Et le premier séminaire qu'on a fait, on faisait intervenir 4 intervenants dans la journée sur des domaines de compétences particuliers. Donc, ils venaient eux aussi, bien évidemment, promotionner leur formation, mais ils avaient 1 heure et demie pour parler en fait de leur sujet. La première fois, on a eu 170 connexions. Et je me souviens tu sais, tu peux faire des sondages sur Zoom. Et on avait fait un sondage sur ça fait combien de temps que vous êtes dans votre activité de coach? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, ça représente 7% de la totalité des coachs. Donc, ça veut dire que si tu es dans ce métier depuis plus de 20 ans, t'es dans les dinosaures. Mais t'es dans les dinosaures, mais en fait, comme il me dit Jean-Philippe, tu vois, il me dit, ouais, t'es un passionné, Greg. T'es un passionné au-delà de l'argent. Pour toi, c'est la passion, en fait, de l'individu et de l'entraînement. Et aujourd'hui, je fais aussi du consulting, tu vois, pour des salles de sport ou des hôtels. Je travaillais pour l'hôtel Monitor, là, pendant 1 an, à les aider à trouver des leviers, en fait, de développement dans leur département sport. Et donc, j'ai formé les coachs. Savoir-être, savoir-faire. Quand tu as un coach qui t'arrive, le mec, il n'est pas rasé, il n'a pas les baskets attachées. C'est des trucs tout bêtes. Mais aujourd'hui, en fait, ça n'est même plus dans l'éducation, tu vois. Et aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre, en tant que manager, de dire, tu sais quoi, tu refais tes lacets. Tu sais quoi, tu vas te mettre un coup de peigne là parce que tu as les cheveux comme ça. Et que tu ne peux pas aller voir un client comme ça. C'est des trucs tout bêtes. Mais aujourd'hui, ils te disent, ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais en fait, pour moi, ça me semble logique, mais pour eux, ça ne l'est pas. Quand tu leur poses la question, c'est des jeunes coachs qui sont à 80 € de la séance sur le monitor, par exemple. Ces coachs-là, tu leur dis, mais est-ce que vous vous êtes déjà payé une séance à 200 € de l'heure? C'est moi, si je suis chef cuistot, il y a un moment donné où je vais aller dans un gastro pour savoir ce que c'est que la grande cuisine, en fait.
pour savoir si je suis à même à pouvoir faire monter mon niveau de service, de prestation à ce niveau-là. Moi, je l'ai fait. Je te garantis que j'ai eu des coachs aux États-Unis, mais des pointures, les mecs. Ils te font une séance, mais tu es dans une bulle, tu vois rien d'autre, tu vois pas passer l'heure. Le mec, il t'apporte la serviette, c'est la serviette, elle sent bon, le mec, il est tout pomponné. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais qui font que ce service de personal training, il est optimisé jusqu'au bout. Le mec, il vient te chercher à l'accueil, je vous en prie, je vous attends à la sortie des vestiaires, machin, etc. Tout est sur mesure. Ben ça, c'est dommage en fait qu'on ne tende pas vers ça en France, tu vois. Et aujourd'hui, ben, les formations, les modules de formation que je présente, ça va dans ce sens-là. Donc, essayer d'augmenter le niveau de savoir-être et de savoir-faire, parce que bien souvent, ben, les mecs, ils vont te faire une séance ou un circuit training, ils t'intègrent des exercices parce que ça fait partie de leur habitude et parce qu'ils l'ont appris comme ça. Si par contre, quand tu débriefes avec eux, tu dis pourquoi tu m'as intégré cet exercice-là à ce moment-là, ils sont incapables de te le dire. Tu vois, donc, en fait, quand je te parlais de clonage, ben, c'est un peu ça pour moi. Ça veut dire que tu prends une méthode et tu l'appliques à tout le monde. Ça ne peut pas marcher en personal training. Ça marche un temps, mais ça veut dire que tu ne réponds pas correctement aux besoins et aux attentes de ton client. Mais pour pouvoir le faire, il faut que tu aies déjà eu une anamnèse, un bilan santé, tu vois, quelque chose d'un peu pointu que tu as monté toi, des éléments que tu t'es appropriés pour mettre ton client en fait dans cette fameuse bulle de coaching et qui est cette expérience wow aux sorties de ta séance et qui fait que ton client devient récurrent et reste sur du long terme. Aujourd'hui, tu le vois peu, les salles dans lesquelles je suis passé, où je suis intervenu, ça a pris quand même beaucoup de temps avant de faire changer les mentalités. Ben parce que c'est toujours compliqué pour ces gens-là de sortir de leur zone de confort, tu vois. C'est facile de rester. Comment on fait pour créer une expérience de coaching 5 étoiles? Je te dirais que les critères premiers seraient pour moi, 1, de l'empathie, 2, de l'écoute active, une curiosité, mais alors sans limite, et aussi un degré de responsabilité. De dire, j'ai un humain dans mes doigts, j'en prends soin. Et j'en prends soin du mieux que je peux avec toutes mes tripes et toutes mes compétences. Et ça, on tombe aujourd'hui sur des générations qui s'en foutent un peu, en fait. Tu vois, c'est OK, je fais ma séance, je fais mon job, je prends mon oseille et je m'en vais. Ah ouais, mais ça, tu tires pas ton métier vers le haut et ce métier-là, tu le feras pendant 5-10 ans parce que tu vas t'ennuyer au fur et à mesure. Au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer, ça va plus être une passion, tu vois. Et je le vois, moi, dans le lot des personal trainers que je peux avoir. Alors, c'est pas eux qui me payent, tu vois, c'est les hôtels ou c'est les salles de sport qui leur payent des formations. Mais tu sens pas, en fait, tu sens pas cette passion de la préparation physique et cette passion de l'autre. Juste ça. Juste cette passion de l'autre. Te dire, j'ai envie d'apporter aux autres. Ce que j'ai bien répondu à ta question. Oui, tout à fait. Tout à fait. Excellent. Et avec ce qui s'est passé avec la Covid, avec le confinement ou autre, est-ce que tu crois que justement le personal training a justement a de beaux jours devant lui par rapport aux salles mass market ou des choses comme ça? Alors, y compris les salles mass market, tu vois, là, pour le coup, ils se sont engouffrés, en fait, tu vois, si on parle de Basic Fit, par exemple, où ça n'y était pas quand je suis parti et quand je suis revenu, il y en avait de partout. Ils se sont engouffrés dans un secteur, en fait, où ils ont apporté une réponse, tu vois, au marché. Et aujourd'hui, ils ont fêté la semaine dernière leur 1000e coach. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a des coachs indépendants et là aussi, ils ont répondu à une demande des coachs qui étaient indépendants et qui recherchaient des structures avec lesquelles collaborer et tout en restant indépendants. Donc, ils ont été smart, tu vois, sur leur business model. Je pense que j'ai peur, en fait, que le gap entre les très très bons et ceux qui vont avoir de l'expérience et le très très bas se fasse encore plus. Tu vois, cette distinction se fasse encore plus. Et pourquoi? Parce que de ce que j'ai pu voir aux États-Unis, qui est un marché économique qui a toujours un temps d'avance sur la France, malheureusement,
Je dis malheureusement parce que bien souvent, il y a beaucoup de choses qui partent de France qu'on ne s'approprie pas et qui partent à l'étranger, tu vois. Et à l'étranger, ça marche super bien pour le coup. Aux États-Unis, des mecs, ils ont des cartes de visite à rallonge. Mais pour le coup, tu sais que le mec que tu vas payer 180 $ ou 200 $ de l'heure, ce mec-là, il a une expérience de dingue. Et ce mec-là, il va te faire une séance au poil de cul. Par contre, bah, tu as aussi des jeunes, comme je te le disais, qui ont passé leur diplôme online. Et ceux-là, ils enseignent dans les parcs avec de la musique, du small group training. Ils font de l'oseille aussi, mais ces gens-là, ils ne tiendront pas sur du long terme. Et encore une fois, toute la distinction entre le sport santé et le sport bien-être, tu vois, ou fitness. Donc, c'est savoir où on a envie d'aller, en fait, en tant que coach. Après, c'est en faisant des formations que tu te révèles aussi, tu vois, parce que tu viens te confronter à certaines problématiques, certaines choses, et c'est l'expérience, le partage d'expérience. Aujourd'hui, tous ces coachs indépendants, ils sont souvent extrêmement isolés. Ça veut dire qu'ils se retrouvent seuls dans leur coin et ces mecs-là, bah, ils affrontent les mêmes problématiques que toi et moi par lesquelles on est passé. Donc aujourd'hui, si on est dans une posture de formateur, c'est juste parce on a engrangé de l'expérience et que les claques, on veut les éviter aux autres, en fait. Euh, donc, euh, donc, je pense que si aujourd'hui, euh, si aujourd'hui il y avait un conseil à donner à des coachs qui ont envie de donner la meilleure version d'eux-mêmes, puisque c'est ta tagline, euh, ça serait trouve vraiment ta zone de génie et trouve vraiment le pourquoi tu fais ça. Sinon, change de métier. Sinon, change de métier parce que tu vas juste perdre ton temps et tu vas mal faire ton job. Donc, du coup, tu vas pourrir l'identité de ce job-là. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de formations, tu vois, qui se montent aussi sur des sujets différents qui apportent à beaucoup de coachs. Aujourd'hui, l'État met aussi en place via le CPF, etc., des modalités qui permettent aux coachs de pouvoir se payer plus de formations. Donc c'est bien, mais je pense qu'il faut avoir cette vraie intention en fait de faire monter ton niveau de professionnalisme. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel, c'est cette responsabilité. Tu vas te dire, je suis dans un métier où je travaille sur l'humain, j'ai une responsabilité. Alors, ne gargarise pas, hein, on n'est pas des médecins, on n'est pas des chirurgiens, j'opère pas du cœur. Mais ceci dit, on le gère beaucoup sur le bien-être des gens, tu vois, la santé physique et mentale des gens. Et on s'en aperçoit peut-être pas parce qu'on intervient 2 ou 3 fois comme ça par semaine. Mais moi, pendant le Covid, j'ai eu des gens qui m'ont remercié, hein, qui m'ont dit merci, si tu n'avais pas été là, je crois qu'on aurait craché, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est aussi tu vois, la récompense, tu vois, de te dire, OK, c'est bien. Je gagne pas le salaire d'un chirurgien, mais pour le coup, j'aide des gens. Et des gens avec les compétences qui sont les miennes. J'essaie de me remettre en question quand il y a des sujets sur lesquels je suis pas full power. Et, et je pense que c'est ce qui continue à faire que pour rien au monde, je changerai de métier, tu vois. Pour rien au monde. Comment tu gères ton activité ou tes activités du coup aujourd'hui? Alors, j'en ai plusieurs, en passant du consulting au tout comme toi, tu vois, à rester en prépa physique sur certains clients. J'optimise mon planning au max. Ça veut dire que je me détermine. Alors, je me fais aussi coacher, hein, parce que j'ai un coach en business et un coach aussi en développement perso. Et depuis 2 ans, avec le coach en business, on a beaucoup travaillé sur l'optimisation de mon planning. Tu vois, d'essayer de trouver des plages en fait où je vais m'occuper de moi, où je vais lire, des plages où je vais écrire mes projets, des plages où pour le coup je travaille vraiment sur les autres, des plages où je fais du pro bono, des plages sur lesquelles c'est le mastermind, des plages où je vais travailler sur d'autres choses et m'occuper de moi aussi. Parce que de rien, quand tu passes 45 ans, il faut continuer à s'entraîner. Et puis continuer à aussi ressentir ce que toi tu enseignes, hein, parce que c'est aussi important. Voilà, c'est l'optimisation de planning. Et tu te vois où dans 5 ans du coup? Je me vois où dans 5 ans? Alors, je pense que, tu vois, il faut être à un moment donné où il faut être honnête. On est dans des métiers de coach comme ça. Une fois que tu as basculé la quarantaine,
soit tu bascules sur quelque chose de beaucoup plus spécifique parce que tu as ta salle et dans ces cas-là, tu gères sur le management, etc. Mais mine de rien, le client a quand même besoin de cette jeunesse, tu vois, pour avoir cet élan de motivation, etc. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai basculé vers quelque chose qui me correspondait mieux et qui correspondait mieux à ma maturité, c'est-à-dire la posturo, tu vois, et quelque chose de beaucoup plus profond. Où je me vois dans 5 ans plus travailler sur le développement personnel. Okay. Ça me fait kiffer. Et ce développement personnel, encore une fois, intrinsèque. Donc, qui dépend de ta posture, de tes connexions musculaires, tu vois, avec cette base quand même de sport, tu vois, cette base de mouvement, en tout cas. Donc, c'est plus vers ça où je me vois dans 5 ans. Qu'est-ce que tu dirais du coup aux coachs là, qui sont encore, qui écoutent encore le podcast par rapport à leur Merci d'avoir business, à écouté leur depuis avenir? une heure. Ouais. Merci d'avoir écouté et après, n'hésitez pas à partir à l'étranger. Même si ça vous met sur le grill, n'hésitez pas à avoir cette expérience internationale parce que je pense que ça forme la jeunesse. Moi, je l'ai fait un peu tard dans ma carrière. J'aurais dû le faire bien plus tôt. Partir à l'étranger, en fait, c'est aussi une remise en question profonde sur ce que tu veux vraiment et ce que tu attends vraiment de la vie. Parce que tu es loin et que tu te retrouves esselé, ça t'affronte tes démons, en fait. Donc, ça serait ce conseil-là, en tout cas pour aujourd'hui. Et après, ne pas hésiter à revenir à du basique. Parce que le basique, c'est ce qui marche toujours le mieux. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, un livre, un podcast, une chaîne YouTube Plein de choses. Le livre du moment, L'antifragilité de Nicolas Taleb. Magnifique, une pépite. Podcast, il y en a plein. J'adore, qui est un de mes amis proches, Pierre Dufraisse, qui a Vérisme TV. J'adore ce mec parce qu'il il dégage et il est ce qu'il enseigne. Il a monté, là, cette année, c'est sa première année où il ouvre sa formation de naturopathie. Et ce mec a, je sais pas combien de vidéos, Vérisme TV sur YouTube, gratuit en fait. Gratuit. Ok. C'est gratuit, je crois qu'il y a plus de 600 vidéos sur sa page, hein, et où c'est de la physio, où il explique la respiration, c'est un de ceux que j'ai pu rencontrer depuis que je suis rentré en France où il y a un profond respect. Un profond respect pour ce mec-là. Il a un énorme niveau. Après, je parle pas de tous les Canadiens, Matt Boulet, Mathieu Bouchard, qui sont des mecs à suivre en fait sur les réseaux sociaux parce qu'ils donnent énormément de leur contenu. Après, ne pas hésiter en fait à aller voir ces mecs-là ou à les contacter parce que une fois que vous allez être dans ce réseau de professionnels, après c'est génial parce que vous allez être guidé en fait. Et il y a des petites clés que vous allez pouvoir prendre chez l'un, qui vont vous servir chez l'autre. Et puis comme souvent on se connaît tous, ben, ça permet d'avoir ce lien entre professionnels qui rassure aussi quand on est esselé juste dans son business. C'est un peu le but du mastermind d'ailleurs, hein. C'est que ces coachs-là travaillent en réseau, qui puissent avoir une remise en question au niveau de leur carrière, parce que je suis persuadé que les 3 quarts des gens qui écoutent le podcast, c'est des gens qui se projettent pas à 50, 10 ans, qui l'ont pas posé en fait sur pied, qui se sont pas projetés. Donc c'est tout l'intérêt de faire des formations comme la tienne aussi, tu vois, où ça met en perspective les choses et il y a une vraie intention de professionnalisation, tu vois, de se dire je vois ce métier-là sur le long terme. Donc je me place aussi des objectifs. Bah top, merci Greg. Où est-ce qu'on peut te suivre du coup sur les réseaux ou te contacter si on a besoin de te contacter? Alors, vous pouvez me contacter direct sur ma page privée, Greg Velu, sur Facebook. Après, je ne suis pas réseaux sociaux pour plusieurs raisons, parce que mon business fonctionne quasiment que sur du bouche à oreille.
Et ensuite, j'ai pas mon business de formation, à part celui du mastermind, fonctionne pas non plus sur des fuseaux, tu vois, de vente. Donc, du coup, mes informations passent principalement par ma page privée Facebook. Ok, Voilà. excellent, excellent. Mais c'est pas enfin, c'est pas une obligation. Il y a plein de canaux d'acquisition pour faire du business. Exact, exact, Mais, exact. la plus simple, effectivement, c'est le réseau. T'as raison. C'est tout à Voilà. fait. On l'oublie parce qu'aujourd'hui, on est tellement scotché sur les médias sociaux qu'on Bien croirait sûr. que le business, il ne s'est fait que à travers les médias sociaux, mais bien au contraire, il y a pas que ça. Bien au contraire. Je fais partie d'une génération puis tu vois, je le vois se développer et je vois aussi, parce que pour l'avoir essayé, hein, c'est extrêmement chronophage. Tu vois, donc, et pour le retour sur investissement par rapport au temps investi, qui pour moi est pas justifié. En tout cas, à mon niveau. Donc, après, pour d'autres coachs, très certainement, mais le public sur lequel je travaille, ils sont rarement sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'y suis que très peu. Après, les 3/4 du temps, c'est pour être en contact avec l'ensemble de mon réseau, c'est tout. Parfait. Merci en tout cas de ce partage. Merci à toi. Merci beaucoup. À tous J'apprécie de nous avoir écoutés. Un petit 5 étoiles, un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci Greg. Merci Andy. Bye bye. Bonne journée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.